peux y aller. Allez, je me présente. Bonjour à tous. Donc moi c'est Clément et je suis un des jardiniers animateurs et formateurs de Terre Humanisme. Moi je suis là depuis 6 ans, c'est ma sixième saison. Et en gros, je suis arrivé au moment où la gouvernance partagée commençait vraiment à se décider à Terre Humanisme. Donc je suis arrivé plutôt au bon moment. Et donc là, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, je vais avec l'aide de Virginie au moment des questions, on essaiera de vous expliquer comment Terre Humanisme est passé d'un système plutôt classique, pyramidal, à quelque chose de plus horizontal. Donc voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que je continue? Oui, c'est bon, on peut y aller. Il est 17h04, donc je pense qu'on peut lancer. Et puis les retardataires prendront le webinaire en route. Donc merci à tous d'être là pour ceux qui rejoignent. Et il y en a encore quelques-uns qui arrivent, mais je pense que c'est bon, Clément, tu peux y aller. Ok. Donc maintenant que vous avez bien vu ma tête suffisamment, c'est peut-être pas la peine de la garder trop longtemps. Donc je vais partager l'écran avec un petit diapo. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai les photos de tout le monde qui apparaissent sur le diapo. Voilà, comme ça va être mieux. Donc voilà, donc on a trois petits quarts d'heure pour discuter gouvernance partagée. Comme disait Léa, c'est vraiment le témoignage de Terre Humanisme. On n'est pas des experts de l'holacratie, de la sociocratie ou de la gouvernance partagée. On a juste une expérience de 6 ans à peu près. Donc l'idée c'est de vous la partager et que vous posez des questions. On fait encore plein d'erreurs, on en fera encore plein. Mais du coup, on trouvait que c'était sympa aussi de vous faire profiter de nos erreurs et de nos réussites. Si vous avez aussi à monter des lieux collectifs ou des associations ou des scopes ou autres, chaque expérience peut servir à peu près tout le monde, je pense. Euh, alors peut-être juste pour rappel de ce que c'est que Terre Humanisme. Alors mon diapo ne passe pas, pourquoi? Ok, ça marche avec la souris mais pas avec les touches du clavier. Donc très rapidement pour resituer Terre Humanisme. Donc Terre Humanisme, c'est une association qui œuvre pour la sensibilisation, la transmission de l'agroécologie au plus grand nombre, au grand public et y compris le monde paysan. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie? C'est vraiment s'inspirer du vivant pour le reproduire dans nos écosystèmes cultivés ou dans nos écosystèmes jardinés. Donc l'idée, c'est vraiment de réconcilier agriculture et écologie, et aussi de remettre vraiment le monde paysan au cœur des territoires, au cœur des dynamiques locales, de reconsidérer vraiment le travail du paysan comme pilier de nos sociétés. Et pour ça, c'est vraiment aussi permettre, retrouver des techniques que le paysan puisse s'approprier facilement et pas des techniques hyper sophistiquées qui vont rendre le paysan encore plus dépendant de firmes, de technologies ou autres. Pour finir, peut-être l'agroécologie, c'est aussi la réunion de savoir-faire paysans traditionnels, donc avant l'agriculture conventionnelle, et de remettre ces savoirs traditionnels au goût du jour avec les derniers apports scientifiques des 30 ou 40 dernières années sur la microbiologie des sols, la santé des plantes ou autres. Voilà pour faire un petit tour d'horizon de l'agroécologie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Terre Humanisme depuis 25 ans? Juste pour parler quand même un peu de sol, je ne peux pas m'empêcher de parler de sol, même si je parle de gouvernance partagée. L'idée de Terre Humanisme, c'était de récupérer un sol qui était complètement stérile, ou presque stérile, en tout cas très malmené pendant des années de viticulture, et de montrer que grâce à l'agroécologie, on pouvait l'agrader, donc l'inverse de dégrader, l'améliorer pour en faire à nouveau un sol fertile. Et en 20 ans, on a prouvé qu'on pouvait, grâce aux techniques de l'agroécologie, reconstituer plus ou moins 20 cm de sol fertile et de créer un lieu qui est maintenant bien plus vivrier qu'il y a 20 ans. Et donc, l'idée, c'est aussi bien qu'on puisse changer notre regard, donc changer de paradigme sur notre approche du sol et du vent,
L'idée, c'est aussi de changer notre regard sur comment fonctionnent les humains ensemble, qu'est-ce qui crée un collectif, qu'est-ce qui permet de faire équipe. Et donc, il y a aussi un changement de paradigme qui s'est opéré à Terre et Humanisme sur la gouvernance. Il s'est opéré plus tard que par rapport au sol, mais il s'est quand même opéré il y a quelques années. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans, dans cette petite web conférence. Voilà, donc changement de paradigme, on a commencé par la Terre, on continue avec l'humain. Il y a encore du boulot, mais... Alors, très rapidement, un historique de Terre Humanisme, hein, pour resituer cette gouvernance partagée aussi dans l'histoire de Terre Humanisme. Donc, Terre Humanisme est issu d'une association qui s'appelait l'Association des Amis de Pierre Rabhi, qui a été créée en 1994 et qui soutenait les actions de Pierre Rabhi en France et en Afrique, notamment. Et en 99, cette association-là, pour s'émanciper un peu de l'image de Pierre Rabhi, est devenue Terre et Humanisme. Et l'idée, vraiment, dans les statuts, c'était de transmettre l'agroécologie au plus grand nombre et de montrer que l'agroécologie fonctionnait pour restaurer les sols et pour rendre des lieux vivriers. Donc en fin des années 90, début 2000, le lieu à Terre Humanisme a été acquis en SCI. Et de là, a été créé différents stages, aussi bien sur le potager que sur la cuisine végétarienne et créative, l'apiculture. Et au fur et à mesure, en fait, on a augmenté nos propositions de stage. Au début, on est parti de 1 salarié. Aujourd'hui, on est une vingtaine de salariés. Donc, on a vraiment la moyenne, ça ferait plus ou moins un salarié nouveau par an depuis une vingtaine d'années. Donc, une structure qui s'est complexifiée, peut-être avec ce nombre important de salariés. Et bien sûr, au début, on est parti vraiment d'un fonctionnement associatif très classique, association loi 1901, avec, comme on le verra un peu plus tard, mais vraiment présidence, un bureau, un conseil d'administration, une direction et une équipe opérationnelle. Et pour schématiser, en haut, on décidait, donc au niveau de la présidence, du bureau, du conseil d'administration, et l'équipe opérationnelle était plutôt dans l'application de ce qui avait été décidé par le bureau ou par le conseil d'administration. Donc, ça a marché un temps. Ça a marché un temps, donc jusque 2015, mais dès les années 2010, voire peut-être même avant, peut-être que Virginie pourra nous en parler à la fin au moment des questions-réponses. Mais quand même, à Terre Humanisme, on a connu tout un tas de démissions ou de licenciements difficiles, des burn-out, notamment des burn-out de directeurs ou de directrices voilà, pour qui, en fait, ce métier de direction à Terre Humanisme, en fait, c'est un peu comme chercher le mouton à 5 pattes. On demande un petit peu de tout savoir faire, du management, de la représentation, de la gestion de ressources humaines, de la stratégie, etc. Donc, c'est des boulots qui sont souvent assez compliqués. Et donc, ça épuise assez rapidement les gens. Un climat de méfiance aussi s'était installé dans l'association, notamment à la fois entre les pôles. Vous allez voir après qu'on fonctionne par pôle d'activité, mais aussi entre les salariés et les administrateurs. Donc vraiment, plus de confiance entre les différentes entités. Et ce que je mets à la fin là, de ce diapo-là, une crispation sur certaines thématiques, quand on parlait de finance, de communication, de ressources humaines. C'était vraiment des points de divergence importants dans l'association qui faisaient qu'on avait du mal à s'entendre, que ce soit entre salariés, mais aussi entre salariés et administrateurs. À l'époque, il y avait aussi des différences de salaire avec un facteur 3 qui créait aussi quelques crispations. Une grande partie de l'association était pour le salaire unique, d'autres beaucoup moins. Et donc, en fait, c'est un sujet sur lequel on a toujours tourné, mais qui n'a jamais été affronté jusque la naissance de cette gouvernance partagée. Il y avait aussi des débats éternels à Terre Humanisme sur est-ce qu'on doit rester petit ou est-ce qu'il faut continuer à se développer, sur les valeurs profondes qui animent Terre Humanisme, l'autonomie, sur voilà, donc tout un tas de choses qui faisaient
à l'intérieur de l'équipe et entre l'équipe et les administrateurs, il y avait quand même des points de divergence importants. Donc en 2000, fin 2014, début 2015, devant tous ces échecs ou ces erreurs, comme on fait au jardin, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et peut-être de se poser pour voir comment on pouvait évoluer différemment, comment on pouvait changer notre regard sur ces gouvernances partagées. Il y avait déjà eu auparavant quand même 2 DLA. Donc les DLA, c'est les dispositifs locaux d'accompagnement, je crois. J'y ai pas participé, je suis arrivé après, mais en fait qui n'ont pas permis forcément d'améliorer les choses à cette époque-là, ou en tout cas qui ont permis de maturer, mais pas de changer tout de suite le modèle de fonctionnement. Et donc début 2015, il y a déjà eu quelques journées organisées entre salariés et administrateurs pour essayer vraiment de recréer un climat de confiance entre les deux entités et de recréer du dialogue. Parce qu'on on a quand même constaté que c'était un des écueils principaux de notre fonctionnement d'avant. Alors nos besoins, c'était vraiment de gagner en stabilité. On a vu que ce remue-ménage autour des ressources humaines, eh bien, ça a créé beaucoup d'instabilité, donc des départs difficiles, beaucoup de temps passé à discuter de tout ça, donc aussi une perte de temps et d'efficacité. Euh, et en plus, c'était pas satisfaisant rien qu'au niveau humain, puisqu'à chaque fois, ça se finissait plutôt sur des départs en claquant les portes. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre en confiance l'équipe, en créant un cadre de travail bienveillant. Et vraiment, on a essayé de favoriser les relations de travail à l'intérieur de Terre Humanisme, de créer plus de dialogue entre les salariés, une meilleure compréhension des enjeux dans l'association, d'essayer de sortir de notre fonctionnement par silo. Donc on avait les jardins d'un côté, les projets de solidarité de l'autre, la communication d'un côté, l'administratif. Et finalement, tout ça, il y avait une assez mauvaise compréhension de quoi relevait le métier de nos collègues. L'idée aussi, c'était vraiment de responsabiliser chacun. On a constaté que c'était assez facile et assez confortable d'avoir un directeur ou une directrice. Parfois, ça permet aussi de se déresponsabiliser nous en tant que salariés. Donc, l'idée, c'était vraiment de reprendre un peu possession de nos responsabilités et d'être partie prenante dans les décisions stratégiques de l'association pour aussi, quand ça ne marche pas, qu'on puisse se remettre en cause nous-mêmes et peut-être pas remettre en cause le directeur ou la directrice. Ça me paraissait un peu trop facile. Donc voilà, le cheminement, ça a été au départ plus de dialogue entre administrateurs et salariés. Une seconde étape, ça a été l'élection d'administrateurs salariés, donc de salariés qui siègent au conseil d'administration, à la fois pour porter la voix des salariés auprès des administrateurs et aussi pour mieux faire redescendre les décisions ou les réflexions qui se passent lors des conseils d'administration, les redescendre au niveau de l'équipe. Donc ça avait déjà bien amélioré les choses. Et puis en 2015, début 2016, on a commencé un accompagnement pour réaliser un plan d'action sur 5 ans de notre stratégie associative. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que nos dysfonctionnements étaient principalement dus aux aspects humains et notamment aux risques socio-professionnels qui ont été identifiés à Terre Humanisme, en fait, qui freinaient les avancées de nos différentes activités. Donc, dans ces risques socio-professionnels, il y avait par exemple les exigences émotionnelles, notamment pour tous les métiers au sein de Terre Humanisme qui sont liés à l'accueil du public. Donc, recevoir des gens et être toujours à fond et toujours avoir le sourire, toujours être à l'écoute, au bout d'un moment, ça peut épuiser. Et puis après, d'autres risques socio-professionnels comme les surcharges de travail, notamment pour les métiers liés à la solidarité internationale, qui, eux, ont vraiment des charges de travail importantes avec des enjeux financiers assez forts. Donc forcément, ça crée aussi une pression qui peut se refléter sur la vie personnelle des salariés. Un moment clé aussi dans la vie de l'équipe, ça a été la formation d'une partie de l'équipe, enfin de toute l'équipe à l'époque, à la communication non violente.
L'idée, c'était vraiment de se créer une culture commune, notamment sur la manière dont on était en relation. Et donc, on a tous suivi, en tout cas les salariés de l'époque, on était une quinzaine, à suivre cette formation à la communication non violente. Et puis, au fur et à mesure, on a créé des instances pour prendre à bras le corps différents problèmes ou soucis qu'on pouvait rencontrer au sein de Terre Humanisme. Et un des derniers, une des dernières étapes aujourd'hui, là c'est pour vous brosser très rapidement le cheminement interhumanisme, on va rentrer plus dans le détail, mais une des dernières avancées, c'est le rôle de salarié administrateur référent bureau. Donc maintenant, non seulement on a un salarié qui siège au conseil d'administration, mais il siège aussi au bureau, donc dans une instance qui se réunit plus souvent, une fois par mois, donc pour discuter des décisions stratégiques plus urgentes. Et donc là, maintenant, on a un salarié qui siège aussi dans cette instance-là. Donc, vraiment, l'idée, comment on a fonctionné, c'était qu'à chaque fois qu'un problème se posait à nous, ou en tout cas, quand on rencontrait un problème un peu trop souvent, eh bien, on essayait de trouver une solution pour désamorcer ce problème. Donc, à chaque problème, sa solution. Donc, on a construit vraiment un modèle auto-construit à notre image, de manière très organique, en fait, au fur et à mesure de la vie de l'association. Toujours pour coller le plus possible au contexte et aux besoins de l'association. Et parfois, on s'inspirait de modèles déjà existants dans la sociocratie, dans l'holocratie, mais sans prendre tous ces modèles-là de manière globale. Comme je disais avant, on a vraiment mis un accent particulier sur l'autonomie et la responsabilisation des salariés, et l'idée que chaque salarié puisse prendre part à un des groupes de travail ou une des instances de décision, de réflexion au sein de l'association. On a aussi mis un accent particulier sur mélanger au maximum les administrateurs et les salariés, vraiment pour que les deux milieux ne soient plus étanches. Donc maintenant, il y a des groupes de travail et des commissions dans lesquelles siègent à la fois des salariés et des administrateurs, toujours dans cette idée de créer une culture commune de l'association, de notre projet associatif, de notre stratégie. Voilà, et autour de ça, il y a toujours aussi cette attention particulière, c'est le point d'attention, c'est le dernier point, de questionner régulièrement notre modèle. Donc même si on se rend compte parfois qu'on choisit un outil ou une manière de fonctionner particulière qui est liée à un contexte, on se permet tous les 6 mois ou tous les ans de remettre en question ce fonctionnement-là, parce qu'en fait, il peut ne plus être adapté à l'évolution de notre fonctionnement. Donc toujours vraiment une remise en question. Alors pas trop souvent non plus, sinon on peut vite perdre beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà, tous les 6 mois, tous les ans, selon les processus qu'on a choisis. Donc le bilan de tout ça, au bout de 5-6 ans, on a réellement gagné en agilité et en adaptation. Avant, il y avait des chaînes de décision qui étaient assez longues et qui étaient aussi interrompues parfois, notamment entre le CA et l'équipe, ou même juste au sein de l'équipe, hein, il y a des informations qui circulaient pas bien. Grâce à tout ça, grâce à aussi plus de mixité, on a réussi quand même à gagner en agilité. On est plus réactif, on l'est encore sûrement pas assez, mais on devient de plus en plus réactif. Aussi, une meilleure appropriation des décisions stratégiques. Peut-être qu'à une certaine époque, certains se dégageaient un peu de ces sujets-là qui peuvent paraître parfois un peu trop conceptuels. Maintenant, chacun a en tout cas un espace d'expression pour pouvoir se prononcer, en tout cas sur une décision stratégique. Et la stratégie est la stratégie globale, hein, la stratégie à 5 ans, est décidée collectivement. Donc, si on n'est pas d'accord au bout de 3 ans, on peut s'en prendre que à soi-même, puisqu'on a quand même participé à la réflexion. Donc voilà, ça permet que chacun quand même puisse voilà, être responsable par rapport à tout ça. Ce qui est important, je pense, à préciser dans le bilan de tout ça, c'est aussi qu'on a tous acquis de nouvelles compétences, notamment en gestion et en conduite de projet, mais aussi en ressources humaines,
en droit du travail aussi, par certains organes de décision qu'on a créés. Donc il y a vraiment une montée en compétence de tous les salariés, ou en tout cas d'un grand nombre, parce qu'on se saisit de beaucoup plus de sujets qu'auparavant. Aujourd'hui, un jardinier formateur n'est plus seulement jardinier formateur, un chargé de communication n'est plus seulement chargé de communication. On va tous avoir un mot à dire, que ce soit dans les ressources humaines, dans la stratégie, dans le projet associatif, pour à un moment donné dans la vie de l'association. Et je pense que aussi un des bilans un des points qu'on peut tirer de ce bilan, c'est vraiment une vraie envie de faire ensemble, et peut-être un élan plus fort à faire équipe. Et globalement, même s'il y a encore des surcharges de travail au sein de Terre Humanisme, et même si parfois ça peut être compliqué, même dans des relations interpersonnelles, il y a quand même une vraie envie, et les salariés de Terre Humanisme vont globalement plutôt au travail avec le sourire, et voire même prolongent tout ça par quelques fêtes certains soirs. Alors là, quelques témoignages de salariés, je vais pas je vais pas laisser trop de temps, mais après on donnera accès à ce diaporama-là, et puis peut-être à d'autres documents. Alors pourquoi, peut-être à ce moment-là, pourquoi parler de notre expérience à Terre Humanisme? En fait, on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup d'associations. On a été sollicité notamment par Coordination Sud, qui fédère toutes les ONG de France, et qui a fait une petite étude sur la gouvernance partagée et l'agilité des associations, notamment en termes de gouvernance. Et donc, Terre Humanisme a pu témoigner auprès de Coordination Sud. Et donc, on a été à une rencontre, par exemple, en l'occurrence avec Coordination Sud, où on s'est rendu compte que beaucoup d'associations, en fait, vivaient des problèmes assez forts, voire même souvent qui créent beaucoup de souffrance autour de la gouvernance. Toujours autour de ces incompréhensions entre direction et salariés, entre administrateurs et salariés. Et on se rend compte que ça crée quand même beaucoup de souffrance au travail. Donc c'est pour ça que nous, ayant réussi sur certains aspects à dénouer quelques nœuds, qu'on se permet d'en parler. Il y a aussi, on a eu le prix Valdec, donc c'est le prix de l'innovation en association, qui nous a donc récompensé pour notre gouvernance innovante. Et puis on a témoigné aussi devant différents groupes, notamment à Sciences Po à Aix, ou devant un groupe d'entrepreneurs au Luxembourg. Donc vraiment, on sent que ça touche différentes sphères, et qu'aujourd'hui, ces histoires de management, de ressources humaines, c'est des questions qu'on doit peut-être remettre au cœur de nos fonctionnements pour avancer mieux et être plus efficace. Mais pas forcément que pour le profit, aussi pour l'humain, en fait. On, on travaille beaucoup mieux avec des gens heureux. Et quand même, ça occupe beaucoup de temps, le travail, donc autant que ça soit fait dans la meilleure ambiance possible. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-6 ans? C'est qu'on a étalé la pyramide. Donc, comme je vous le disais au départ, on est parti d'une présidence, d'un fonctionnement très classique. Président, bureau, conseil d'administration, direction, responsable de pôle et une équipe opérationnelle. Donc voilà, comme ça se passe très souvent dans les associations, dans les entreprises. Faut bien savoir que ce fonctionnement-là, souvent les gens pensent que c'est obligatoire pour avoir le statut associatif d'avoir un président, enfin une présidente, un bureau, un conseil d'administration. En fait, la législation n'impose rien du tout. C'est juste des usages. Donc on peut vraiment voir complètement différemment tout ce fonctionnement-là très conventionnel. Donc nous, la première étape, ça a été de ne pas renouveler un poste de direction. Donc on n'a pas supprimé la direction, on n'a pas renouvelé un poste. Et, euh, et de créer donc plus de liens entre administrateurs et salariés. Donc ça a été vraiment l'étape clé. Et derrière tout ça, c'est mis en route tout un processus où on a eu la chance de pouvoir prendre le temps. La situation financière de l'association à cette époque-là était assez saine. Il y avait aussi un renouvellement d'administrateurs, avec des administrateurs qui étaient peut-être plus proches de nos enjeux au niveau de l'équipe, notamment des animateurs, donc des personnes formées à Terre Humanisme au métier d'animateur en agroécologie,
des gens qui venaient peut-être plus du monde paysan, mais aussi de l'animation, et un peu moins du côté entreprise. Et depuis ce temps-là, c'est vrai on a réussi plus facilement à changer notre modèle de gouvernance. Et donc, comme je disais, il y a des organes de décision ou de réflexion qui ont été créés au fur et à mesure. Le premier, ça a été le jardin intérieur. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'ordre du coup. Donc, le jardin intérieur, il a été créé en 2016 ou 2017, j'ai plus trop les souvenirs clairs. En gros, on s'était rendu compte que dans une association, dans une structure, il y a toujours des bruits de couloir, il y a toujours des discussions entre salariés qui vont discuter de ce qui peut se passer pour telle ou telle personne. On va tous se rendre compte que tel ou tel collègue est pas forcément bien dans son travail, qu'il a peut-être des problèmes personnels. Donc l'idée, c'était plutôt que ça reste des bruits de couloir, d'essayer de créer quelque chose où on se saisisse de tout ça pour essayer de faire de la médiation, de la facilitation, pour essayer un peu de dénouer tous ces problèmes. Alors la difficulté, c'est de pas se mettre de trouver la bonne nuance entre de l'ingérence et de l'indifférence. C'est vraiment ça tout l'enjeu de ce groupe-là. En tout cas, c'est un groupe de salariés, de 4 salariés qui sont volontaires. On essaye que ça tourne tous les 2 ans maximum. Ces salariés-là vont être un peu les vigies, les gardiens du bien-être dans l'association. Alors aujourd'hui, je crois que ça s'appelle dans les grosses boîtes, ça s'appelle les managers du bonheur, des choses comme ça. Bon, nous, on l'avait créé peut-être un petit peu avant cette mode-là. Et nous, c'est collectif aussi. Je pense que c'est important que ça repose sur un collectif de salariés. Donc, ce collectif se regroupe toutes les semaines, juste une demi-heure pour sentir un peu la température de l'équipe et voir si tel ou tel collègue a pas l'air très bien ou a l'air complètement fatigué ou stressé ou autre. Ou si on a entendu parler de conflits entre salariés éventuellement. Et essayer d'aller à la rencontre des personnes concernées pour voir si on peut faire quelque chose avec eux. Alors, il n'y a pas de recette miracle, c'est avant tout de la discussion. Et on se base beaucoup sur les notions qu'on a apprises en communication non violente. Donc, il nous arrivait parfois de faire le jeu de la marelle. Alors, je ne sais pas si certains connaissent la communication non violente. Mais voilà, le jeu de la marelle, c'est un processus qui permet de dénouer certains conflits entre personnes. Donc ce jardin intérieur, déjà, il a apporté de l'apaisement dans l'équipe, puisque chacun sait qu'à tout moment, il peut aller aussi parler à ce groupe de collègues dans un climat de confiance pour dire, ben voilà, moi ça va pas, je me sens surchargé de travail, ou j'ai des difficultés avec tel ou tel salarié parce qu'on ne se comprend pas par rapport à nos missions communes. Voilà, tout est ouvert en fait, c'est vraiment un espace de discussion. Et ensuite, le jardin intérieur va essayer par différents outils de dénouer ces problèmes-là. Et ces outils-là, ça peut être aussi de faire appel à une ressource extérieure. On a déjà fait appel à un spécialiste en CND pour dénouer certains conflits. Donc voilà, ça c'est le jardin intérieur. Ensuite, on a créé le groupe Rendre Heureux, donc le GRH, qui, comme son nom ne l'indique pas trop, va s'occuper des ressources humaines. On s'est rendu compte que gérer les ressources humaines, c'était une tâche, une mission pas toujours très humaine. Et le faire reposer sur l'épaule d'un seul salarié, ça nous semblait parfois assez compliqué. Donc on a décidé de le gérer collectivement en créant un groupe mixte de salariés et d'administrateurs. Donc on a 3 salariés aujourd'hui dans ce groupe-là et 3 administrateurs qui y siègent. Et donc là, ça va vraiment gérer à la fois tout ce qui est entrée-sortie dans l'association, donc les embauches, les sorties, enfin les départs de l'association pour essayer que ces départs se fassent dans les meilleures conditions possibles, les plans de formation de l'équipe, tout ce qui est inhérent au droit du travail aussi. Donc voilà, tout ce qui est pas forcément toujours très évident, mais c'est vraiment un groupe qui va se saisir de tous les problèmes. Il se réunit une fois par mois, en principe. Souvent, c'est plus que ça, pour vraiment aller au bout des choses et essayer de recréer une compréhension collective des enjeux liés aux ressources humaines. Donc il y a beaucoup de transmission d'informations qui viennent du groupe Rendre Heureux jusqu'à l'équipe opérationnelle et aussi vers les administrateurs.
Un autre groupe qui a été créé il y a quelques années, c'est le comité éthique. Encore une fois, c'est un groupe mixte entre salariés et administrateurs. Et donc ce comité-là va statuer sur les différentes demandes de subventions où des fois on répond à des appels d'offres ou à des appels à subventions et voir que qu'on qu'on va aller chercher de l'argent vers des structures qui correspondent à nos valeurs. Donc il y a une charte de ce comité éthique et donc on vérifie bien que chaque financement qu'on va aller chercher correspond bien à notre éthique. Donc en gros cette charte-là, elle va euh, vérifier que l'argent ne vient pas de l'industrie du luxe, de l'industrie de l'exploitation des ressources fossiles, du nucléaire. Voilà, il y a tout un tas de critères qui vont être évalués pour voir si on utilise correctement, enfin si on va chercher correctement l'argent. Et puis le dernier né de tous ces groupes de réflexion, c'est le comité des risques. Voilà, on s'est rendu compte que l'association grandissant, il y avait de plus en plus de risques qui sont très très divers, hein. Ça peut être des risques médiatiques, des risques sécuritaires. Là, on a une partie de l'équipe salariée qui est au Burkina Faso et en ce moment, ben, au niveau sécurité, c'est assez compliqué. L'exemple actuel, hein, le confinement, ben, c'est un risque qu'on n'avait pas envisagé, mais en tout cas, il a fallu aussi répondre à ce risque et essayer de trouver des alternatives pour continuer de travailler et de transmettre l'agroécologie malgré ce confinement. Donc le webinaire en est une des illustrations. Et donc ce comité des risques, qui pour l'instant est assez balbutiement, se regroupe pour vraiment discuter et anticiper les risques qu'on peut prévoir en tout cas. Et encore une fois, c'est un groupe mixte entre salariés et administrateurs. Pour englober, pour accompagner tout ça, on a adopté différents outils qu'on a ajoutés au fur et à mesure de nos expériences, au fur et à mesure de nos influences aussi, de nos inspirations. Un qui est très intéressant, c'est l'élection sans candidat. Alors, ce que j'ai pas dit pour le GRH, pour le jardin intérieur et aussi pour les deux postes de salarié administrateur, c'est que c'est des postes qui sont tournants sur 2 ans en général et que de plus en plus, les salariés qui vont siéger à ces postes sont élus, mais avec un processus particulier qui est l'élection sans candidat. Donc en gros, personne ne se présente, il n'y a pas forcément de candidat, mais par contre, chaque salarié va avoir un droit de vote et s'exprimer pour tel ou tel salarié qui sent bien pour ce poste. Vraiment, l'intérêt de ce fonctionnement-là, c'est de donner confiance à des personnes qui ne seraient pas forcément senties légitimes pour un poste, par exemple, de salarié administrateur, qui n'aurait pas eu l'idée de lui-même de se dire, tiens, je vais me présenter. Là, c'est les autres en fait qui vont dire, bah, toi, je te sens bien pour ce poste-là, donc c'est sûrement que tu en es capable. Et donc, on crée un peu des vocations comme ça de, voilà, pour des postes qu'on n'aurait pas eu l'idée de tenir auparavant. Donc voilà, là, on expérimente ça depuis 2 ans, on commence à être rodé. J'avoue que les premières réunions enfin les premières élections en tant que candidat duraient très longtemps parce qu'il y a un processus qui est assez particulier, donc il faut se l'approprier. Mais maintenant, on les fait assez rapidement, en 1 heure, 1 heure et demie, ça peut être réglé. Aussi, sur l'animation des réunions, on avait un gros effort à faire. Euh, Avant, on faisait comme tout le monde, hein, des réunions assez anarchiques, mais plutôt sympas, mais où on n'était pas toujours sûr des décisions qui avaient été prises et on n'était pas toujours sûr des informations qui étaient données. Euh, et donc, on perdait vraiment en efficacité. Donc, on a mis différents outils en place, hein, une répartition des rôles. Donc, maintenant, pour chaque réunion, il y a un maître du temps, un secrétaire, donc qui va prendre les notes, un animateur, et voire même des fois, il y a un gardien de la parole. Et ce gardien de la parole, il s'appuie sur une règle qui est une règle assez compliquée, c'est juste de lever le doigt. Donc, si je suis le premier à vouloir prendre la parole, je manifeste en levant le doigt, un seul doigt, que je suis le premier à vouloir prendre la parole. Si je suis le deuxième, je lève 2 doigts. Si je suis le troisième, je lève 3 doigts. Ça permet à l'animateur et au gardien de la parole de voir vraiment qui veut prendre la parole et dans quel ordre. Donc c'est très simple, c'est très bête même, mais je vous jure que
ça facilite et ça fluidifie largement le fonctionnement de nos réunions. Donc au départ, ça manque un peu de spontanéité. Il faut un petit peu, voilà, un peu forcer le trait au départ et puis très vite, en fait, ça devient un automatisme. Les ordres du jour aussi maintenant sont collectifs, avec aussi une responsabilisation de chacun sur cet ordre du jour de mettre le ton qu'il envisage pour son sujet, pour le sujet qu'il va mettre à l'ordre du jour. Et puis aussi savoir si c'est une décision, une information ou juste une consultation. Donc on a un petit code pour ça. Bon, j'avoue que c'est pas toujours bien tenu, mais dans l'idée, on essaye de faire ça le plus régulièrement possible. Et puis on essaie vraiment au maximum de favoriser la participation de tous les salariés. Pour ça, on a adopté différents outils dans nos réunions. Alors il y a quelques temps, on avait mis en place la météo intérieure, donc chaque salarié déjà devait parler de son ressenti, de comment il était au moment de la réunion, de ses attentes. Ça a permis un temps de nous faire du bien, de pouvoir un peu poser sur la table un peu nos tripes parfois. Et puis très vite, en fait, on a trouvé ça artificiel et on n'a plus envie de le faire. Donc c'est vrai que maintenant, on le fait plus. Mais ça a juste bien, ça correspondait très bien à un moment de la vie de notre association. Et puis après, on l'a laissé de côté. Et puis peut-être qu'un jour, on le reprendra. Il faut vraiment toujours se permettre de prendre quelque chose, le laisser, le reprendre si besoin. Et puis voilà, d'autres manières de fonctionner, de créer des débats. Donc les débats mouvants qu'on utilise beaucoup à Terre-Humanisme, les débats butinants. Alors tout ça, je ne peux pas vous en parler dans le détail, mais on trouve maintenant assez facilement sur Internet les infos sur tout ça. Aussi, ce qui fait la force de nos décisions et de nos réflexions à Terre-Humanisme, c'est les groupes de travail. Donc en fait, à chaque fois qu'on rencontre un problème, si ce problème-là ne peut pas être résolu dans la réunion pendant laquelle c'est soulevé, et si on va très vite se rendre compte en fait que la discussion part dans trop de détails et que le temps de la réunion n'est pas propice à la résolution de ce problème, on crée un groupe de travail avec les personnes qui sont volontaires. Donc souvent, c'est les personnes qui sont les plus concernées par ce problème. Et ensuite, ce groupe de travail-là va se réunir pendant quelques semaines, quelques mois, pour vraiment parler de ce problème jusque dans le détail et proposer au reste de l'équipe des solutions qui seront ou non adoptées et des fois parfois adaptées par l'équipe. Mais en tout cas, on considère que le groupe de travail est souverain, donc s'il a pris le temps de réfléchir à un sujet et s'il propose quelque chose, en général, on lui fait confiance au moins pour tester pendant un temps. Et après, rien n'empêche dans le futur de remettre en question tout ça et de trouver un autre fonctionnement. Et donc tout ça vraiment en arrière-fond et le plus régulièrement possible. Alors c'est pas toujours évident dans nos rythmes de travail, mais on essaye de créer des réflexions collectives pour se créer cette culture commune. Encore une fois, sur des sujets de fond, sur l'autonomie, sur les dernièrement, on l'a fait avec le conseil d'administration sur notre rapport au monde paysan. On l'a fait sur notre vision du jardin ici à Terre Humanisme, au Mat de Beaulieu. Donc, est-ce que le jardin doit être plus propre, entre guillemets? Est-ce qu'on doit laisser plus de mauvaises herbes? Est-ce qu'on doit utiliser des bâches? Est-ce qu'il est assez joli? Voilà. Est-ce que c'est un jardin qui est fait avant tout pour la production ou avant tout pour la transmission? Donc, on avait besoin de remettre ces thématiques-là au cœur de notre culture commune. Et donc, vraiment, à notre sens, il faut les prendre ces temps-là. On a aussi vraiment décidé collectivement la stratégie associative. Donc voilà, vraiment prendre le temps des fois de se recentrer sur des choses peut-être plus conceptuelles, plus globales, mais qui nous font du bien parce que ça nous permet de voir où chacun en est et d'avoir vraiment voilà, de nous créer à la fois notre culture commune et aussi de comprendre et de connaître nos points de divergence. Il y a eu des grands débats aussi sur notre politique salariale. Comme je disais en introduction, on est passé d'un facteur de 3 au niveau de nos salaires. Hein, et aujourd'hui, on a réduit à peu près 1,5. Donc, le salaire le plus haut est juste 1,5 fois plus haut que le salaire le plus bas. Donc, on a considérablement réduit l'écart de salaire. Et rien que cette réflexion et ces discussions autour du salaire à Terre Humanisme a permis vraiment de lever certaines crispations de certains qui se sentaient moins payés que d'autres et qui ne comprenaient pas pourquoi, et aussi de parler de notre rapport à l'argent. Enfin, bref, on a été vraiment très très loin dans la réflexion.
C'est une réflexion qui n'est pas encore totalement aboutie, qui chemine encore. Mais en tout cas, on a déjà des avancées et surtout beaucoup moins de jugement au sein de l'équipe sur ce sujet-là. Donc c'est très intéressant de pouvoir s'y pencher et d'avoir le temps de s'y pencher. Et là-dessus, vraiment, on remercie les administrateurs parce que c'est aussi les administrateurs qui nous ont ouvert, enfin, laissé ouvrir cette porte, de prendre le temps de discuter de tous ces sujets-là qui étaient assez essentiels, quoi. La gouvernance partagée, la politique salariale et plein d'autres sujets encore. Voilà donc aujourd'hui à quoi ça peut ressembler, hein, si on le schématise très rapidement notre fonctionnement. Euh, ben voilà, un comité éthique qui est là en toile de fond pour bien vérifier nos financements et l'image de Terre Humanisme. Une assemblée générale qu'on réunit tous les ans. Donc là, cette année, on l'a loupé à cause du confinement parce que voilà, on n'avait pas le droit de se réunir. Mais donc généralement, c'est à la fois une partie sérieuse où on consulte tous nos adhérents et une partie plus festive le soir pour décompresser. Notre groupe Rendre Heureux qui va, va accompagner la politique salariale, les recrutements, la formation interne. Notre jardin intérieur qui est notre espace d'expression entre les salariés et administrateurs. Et puis voilà, l'équipe opérationnelle qui est à la fois dans la mise en œuvre du projet, dans les décisions courantes la plupart du temps et aussi occasionnellement dans les décisions stratégiques. C'est tout ça qui construit notre gouvernance partagée, dont on est quand même assez fiers pour l'instant. Il y a toujours beaucoup à améliorer. Et d'ailleurs, voilà les questions peut-être pour la suite qui commencent à germer dans certaines discussions. Ben est-ce qu'on va vers une présidence collégiale à un moment donné? Est-ce qu'on va vers plus de polyvalence des salariés, plus d'implication des volontaires, des adhérents, des donateurs dans nos décisions aussi? Peut-être que le summum de la gouvernance partagée, ça serait peut-être ça, hein, que les adhérents, les volontaires, les donateurs puissent vraiment donner leur avis sur les décisions stratégiques de Terre Humanisme, en tout cas sur toutes les décisions stratégiques. Je pense que c'est très compliqué à faire, mais pourquoi pas. Est-ce qu'un jour Terre Humanisme devra changer de statut juridique? Enfin, il y a tout un tas de marges de manœuvre, d'évolution possible encore à Terre Humanisme. J'espère qu'on aura toujours le temps de se pencher sur toutes ces réflexions-là qui vont pour nous, peut-être que ça sera le mot de la fin, mais on se rend compte, hein, il y a des statistiques qui montrent que 95% des écolieux ont une durée de vie de pas plus de 5 ans. Généralement, c'est pas forcément à cause de problèmes financiers ou de problèmes techniques, c'est souvent à cause de problèmes humains. Euh, donc l'agroécologie, ben voilà, on a montré qu'on pouvait avoir une autre approche de la terre, on pouvait avoir une autre approche aussi de comment construire un bâtiment et de le faire de manière plus écologique, plus respectueuse de l'environnement. Mais ce qui pêche dans nos fonctionnements humains aujourd'hui, c'est encore voilà, comment on fonctionne nous collectivement. Et c'est peut-être ça qui fait le plus gros frein à l'avancée de tout ce qui est mesures environnementales, de protection de la nature et autres. Donc peut-être que si nous, on changeait intérieurement nos fonctionnements humains, peut-être que ça irait aussi plus vite pour aller plus vers le respect de la planète et plus d'agroécologie dans nos sociétés. Voilà une petite conclusion un peu rapide. Alors je vais départager l'écran. Après, il y a Vivi qui va peut-être me rejoindre pour les questions. Et je ne sais pas si Léa a déjà recensé toutes les questions de tout le monde. Oui. Alors, je remets le micro. Je vais remettre le micro de Virginie aussi. Merci Clément pour la présentation. Donc, on a déjà quelques questions. Donc, cette fois-ci, puisque vous êtes deux à potentiellement répondre aux questions, je vous propose de les lire en fait. Voilà, donc on a eu quelqu'un qui nous demandait, Clément, tu as parlé d'une notion d'agilité. Donc, est-ce que tu peux expliquer cette notion et est-ce que tu peux donner un exemple? Non. En fait, c'est un terme qui est beaucoup utilisé actuellement dans tout ce qui est entreprise innovante, tout ça. Donc, c'est un peu les termes à la mode. L'agilité, je pense, c'est peut-être ce que nous, en agroécologie, on appelle peut-être la résilience. Donc, c'est-à-dire
s'adapter vite aux problèmes qui peuvent être rencontrés ou autres. Je sais pas, je vois des dodinnements de tête. Euh, mais je peux pas plus en parler que ça puisque nous, c'est pas un terme qu'on s'est beaucoup approprié au sein de l'association. Euh, donc je vous renvoie plus. En fait c'est Coordination Sud. Donc ça c'est un des documents qu'on vous mettra. Je l'ai pas sous la main, mais qu'on vous mettra peut-être en accès libre, qui eux parlent d'agilité des associations. Euh, donc vraiment c'est cette manière qu'ont les structures de s'adapter et voilà, d'être plus réactive aux différents soucis, notamment en termes de ressources humaines. Je ne sais pas si Virginie, tu as un... Non, très bien. Ok, merci. Il y avait une question toute simple. En fait, tu as beaucoup parlé du temps qu'on prend pour ces nombreuses choses qui participent à la gouvernance partagée. Et donc, quelqu'un se demande comment on fait pour prendre tout ce temps sur son temps de travail. Virginie, tu as envie? Oui, pas de souci, Léa. Alors, au niveau du temps, c'est effectivement, ça peut paraître comme très chronophage et ça l'est, mais par contre, ça amène une meilleure efficacité. Donc, en fait, il faut accepter de prendre du temps pour traiter les problèmes au fur et à mesure, d'avoir un petit peu de temps au départ pour gérer un souci qui se présente, parce que du coup, on gagne du temps à la fin pour pouvoir justement mieux travailler ensemble. Après, Clément vous a présenté tous les organes de décision. On ne fait pas tous partie de tous les organes de décision en même temps. Moi, par exemple, j'étais au comité éthique, mais je n'étais ni salariée administratrice, je n'étais pas au jardin intérieur, etc. Quand j'ai arrêté d'être au comité éthique, je suis passée au jardin intérieur. Mais ce ne sont pas des choses qui se superposent. On n'est pas des superman et superwoman. L'idée, c'est de vraiment pouvoir tourner sur les organes de gouvernance pour que tout le monde puisse connaître mieux le fonctionnement de chaque organe. Ça nous permet, comme disait Clément, une culture commune. Et ça, c'est hyper important. Ça permet une équipe vraiment soudée. Mais par contre, non, au niveau du temps, l'idée, c'est vraiment pas de rajouter, même si effectivement, par rapport aux salariés qui sont au GRH, par exemple, ça demande une implication qui est un peu plus importante que ceux qui sont, par exemple, au comité éthique, où il y a des demandes de subventions qui sont assez ponctuelles, ou au jardin intérieur, où quand il n'y a pas de problème particulier, ça peut rouler assez vite. Le GRH, ça demande une implication. Quand les salariés sont impliqués au GRH, là, c'est vraiment une petite charge de travail supplémentaire. C'est vrai, on ne le fait pas de façon anodine. Mais oui, on tourne. Voilà. Ça fait partie aussi de nos fiches de poste de participer tous à la gouvernance de l'association. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et peut-être pour préciser, il faut bien voir aussi qu'on est parti d'un fonctionnement classique à Oui. un fonctionnement plus horizontal. On n'est pas complètement horizontal encore, mais Mm. et donc il a fallu aussi déconstruire en fait beaucoup de choses. Donc heureusement qu'on avait le temps au départ parce qu'en fait on a dû aussi déconstruire en quelque sorte tous les schémas qu'on avait. Et donc il y a beaucoup de discussions nécessaires pour ça, pour finalement savoir vers où on veut aller. Et c'est vrai que ça prend du temps au départ. Après, je pense que des structures qui se créent, si elles mettent ça directement en place, une gouvernance partagée à leur image, et qu'il y a un temps dans la création de cette structure-là décidé, consacré à ça, c'est beaucoup de temps. Pour moi, c'est vraiment un investissement sur le futur, quoi. Si on arrive à vraiment parler et poser les choses sur les aspects humains, c'est autant de temps qu'on va économiser par la suite parce que ça va fluidifier les rapports, ça va fluidifier le travail aussi. Et comme disait Virginie, je pense que c'est important, euh, pour être embauché à Terre-Humanisme, il faut une appétence particulière pour cette gouvernance partagée, cette vie collective. Tout le monde participe au ménage, hein. Par exemple, pour nous, ça fait partie de la gouvernance partagée. Tout le monde à Terre-Humanisme participe au ménage. Donc, il faut avoir aussi un élan vers ce que c'est vraiment, vers une manière de voir l'équipe assez forte, quoi. Ok, merci. Je voulais ajouter que tout le monde vide les toilettes sèches aussi, Voilà. qui fait partie de la gouvernance partagée. Alors, il y a quelqu'un qui demande qui est-ce qui nous a accompagnés dans la démarche de gouvernance partagée, ou est-ce qu'on a été accompagné et si oui, par qui, et où avons-nous fait la formation CNV, communication non violente.
Alors, je peux répondre si tu veux pour juste l'accompagnement. En fait, l'accompagnement s'est fait par le FRIO, le Fonds de renforcement institutionnel des organisations. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec Coordination Sud. Et en fait, on avait pu avoir un financement pour être accompagné sur notre plan stratégique sur 5 ans. Et c'est le consultant Simon Martin qui, lui, est très impliqué dans le monde associatif, nous a fait vraiment mettre à plat beaucoup de choses au niveau de la communication. Et c'est aussi grâce au travail avec Simon qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aller vers une gouvernance partagée. C'était parallèlement au fait qu'à un moment, on s'est retrouvé sans direction. En fait, ce que Clément a expliqué, c'est qu'on s'est retrouvé avec, à un moment donné dans notre association, dans notre histoire, avec une absence de direction, puisque la directrice était partie en burn-out. Et donc, l'équipe a dû commencer à s'organiser sans direction. Du coup, au quotidien, l'équipe a commencé, pôle par pôle, à organiser un peu ses activités. Et au bout de 6 mois, en fait, la responsable administrative et financière de l'époque, Karine, a dit, mais en fait, on pourrait proposer un modèle sans direction, mais plutôt en gouvernance partagée, parce qu'on se rend compte que ça fonctionne. L'équipe s'était beaucoup plus investie parce que du coup, c'était responsabilisé le fait qu'il n'y ait pas de directeur ou de directrice. Et du coup, le conseil d'administration, qui au départ était un peu frileux parce que ça fait peur, a dit OK pour 6 mois de plus. Et en fait, je pense que ça s'est fait parce que la directrice est partie. Je pense que c'est ça qui a donné le coup de pouce. Ensuite, avec le travail de Simon sur les relations qui ont été fluidifiées, la communication, nos activités, ça a été un petit peu en parallèle. Clément ? Et la deuxième question, c'était qui est-ce qui nous avait formés en CNV? Ouais. Donc, c'est une ancienne collègue à nous qui, elle, s'est formée à la CNV pendant qu'elle était à Terre Humanisme et qui après a volé de ses propres ailes pour faire de la CNV. Donc, c'est elle et Annie Gosselin de nom, mais je pense qu'elle elle propose plus de formation à la CNV. Donc voilà, c'est 2 personnes elles-mêmes formées à la CNV en tout cas. Tu peux donner son nom peut-être, Clément? La première, alors il y a Annie Gosselin, la première, et Mariette Schifferer, la deuxième. Je pense qu'on peut les trouver même sur le site de la CNV. Et Mariette, son association s'appelle Le Monde Allant Vers. Merci. On a une question de quelqu'un qui demande qui siège en assemblée générale. C'est les adhérents? Eh bien, c'est les adhérents, c'est ça. C'est les adhérents donc, qui sont à jour de leur cotisation. On a une question sur comment est-ce qu'on fait pour trancher lorsqu'une décision ne fait pas l'unanimité. Ah, c'est une vraie question, ça. Et c'est une vraie bonne question parce qu'en fait, on n'est pas dans un monde de bisounours, comme disait Clément. En fait, on est toujours en avance. Enfin, on essaie toujours d'avancer au fur et à mesure des difficultés. Après, ça dépend quelle est la difficulté rencontrée. Si c'est une difficulté rencontrée au niveau, je ne sais pas moi, d'une fiche de poste, d'un salaire, là, ça peut aller avec le GRH. Si c'est une difficulté qui est, je ne sais pas moi, humaine, ça va être le jardin intérieur. On essaie de trouver des solutions en général qui soient adaptées à la problématique. Après, ça dépend vraiment. Sur la politique salariale, par exemple, pendant très longtemps, on n'a pas réussi à avoir de consensus ni d'avis commun. Du coup, on s'est laissé le temps de pouvoir y travailler et de ne pas régler le problème tout de suite en étant conscient que c'était quelque chose qu'on devrait reprendre à bras-le-corps un peu plus tard. Parfois, il ne faut pas juste se battre pour essayer de régler absolument une difficulté. Il faut laisser un peu reposer pour la reprendre un petit peu plus tard. Et après, surtout, vraiment des décisions peut-être plus dans l'urgence, là où vraiment ça peut se décider, c'est au niveau du bureau, mais dans le bureau dans lequel il y a un salarié administrateur qui siège. Donc, malgré tout, l'équipe opérationnelle est représentée même là. Donc, vraiment sur de la décision courante et urgente, ça peut être au niveau du bureau que ça va être décidé. Oui, on est quand même dans une association, c'est-à-dire classiquement, le responsable légal, c'est le bureau avec notre présidente. Donc, à la fin, c'est quand même eux qui tranchent si vraiment il y avait une difficulté. On n'en est pas là, on arrive toujours à communiquer, mais voilà, c'est quand même légalement, ce sont eux les responsables. Alors, quelqu'un demande pourquoi ne pas être parti directement sur une présidence en collégial? Parce que les choses
parce que pour nous, enfin, moi, après c'est mon regard, hein, mais je pense que partir d'une structure qui existe déjà, qui a déjà son fonctionnement, et la transformer directement en quelque chose de complètement différent, c'est compliqué. Il faut que tout le monde soit prêt. Donc nous, ça n'a pas été le choix. On a plutôt on fait une transition en douceur. Est-ce que c'est le but ultime d'arriver à la présidence collégiale? Je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il faut qu'on le décide collectivement et qu'on chemine là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est même pas ça a même pas été envisagé en fait, hein. Je ne crois pas que dans les discussions à l'époque, ça a été envisagé la présidence collégiale. En fait, l'idée c'était plutôt de, voilà, de rendre le conseil d'administration et l'équipe opérationnelle, que ce soit deux secteurs moins étanches, il y a plus d'échanges entre les deux. Et finalement, bah, derrière ça, on a tout un tas d'outils en place pour arriver à ça, quoi. Notre but, c'est pas forcément de supprimer les têtes. C'est avant tout de créer du lien entre les administrateurs et les salariés. Ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, s'il y a des dernières questions à prendre, c'est le moment. Et sinon, on vous remercie tous pour votre écoute. On espère que ça aura peut-être inspiré chacun d'entre vous à la mesure du possible, ou pas d'ailleurs, pour créer de nouveaux modèles, pour essayer de faire ensemble et d'avancer ensemble. Et merci Clément, merci Virginie pour vos interventions. Merci à tous. Merci à tous.